Le Conservatoire des frégates ensevelies, épisode 3, la présentation du drasme. Olivia Hulot, vous êtes conservatrice du patrimoine, archéologue, responsable des littoraux de Bretagne et de Loire-Atlantique, département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, le drasme. Bonjour. Alors vous êtes en charge de la gestion du patrimoine immergé des littoraux de Bretagne et de Loire-Atlantique. Vous assurez aussi la coordination de dossiers d'archéologie sur le domaine public maritime en lien avec les chercheurs bénévoles, le monde de la recherche et les différentes administrations maritimes. Au fil des ans, vous avez plus d'une quarantaine d'opérations subaquatiques et sous-marines tant en France qu'à l'étranger. Et vous avez aussi été commissaire de plusieurs expositions dédiées au patrimoine immergé. On ne peut rien vous cacher, vous savez déjà tout, Martine. Alors c'est une belle activité. Vous occupez ces fonctions depuis quand ? Alors je suis rentrée au drasme il y a un peu plus de 16 ans. Maintenant, j'étais en charge à l'époque du patrimoine immergé, de la protection, enfin l'étude et la préservation du patrimoine immergé sur tout le Ponant. En fait, j'étais en charge de 16 départements, de la frontière espagnole à la frontière belge. Et depuis, nous sommes 3, ce qui est vraiment beaucoup plus confortable. Et j'ai souhaité garder le secteur de Bretagne et de Loire-Atlantique. J'ai développé beaucoup de liens avec, comme disait, les équipes bénévoles. Et donc, c'est un secteur maritime que j'affectionne particulièrement. Très riche, complexe, mais il y a beaucoup de patrimoine à étudier et à valoriser. Et comment on devient archéologue sous-marin avec toutes ces belles fonctions ? Alors en fait, j'ai évidemment travaillé dans le domaine sous-marin avant de rentrer au ministère de la Culture, puisque en fait il y a assez peu de place finalement dans cette belle unité, ce beau département, qui pour l'heure est quand même aussi, il faut le rappeler, basé à Marseille. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours à l'esprit. On imagine que les agents sont basés en Bretagne quand ils s'occupent de la Bretagne. Et en fait, non. On est tous basés à Marseille. Il n'y a qu'un seul service. Mais c'est un service à compétence nationale du ministère de la Culture. Et en ce qui est des études, en fait, moi j'ai fait une filière d'histoire de l'art et archéologie. Préalablement à tout ça, j'avais quand même commencé les chantiers quand j'étais relativement jeune, puisque à 12 ans, j'allais sur des chantiers terrestres, donc j'étais déjà familier un petit peu de tout cet univers. Et j'ai joint après deux passions, la plongée, la passion de la mer et des marins et des histoires de mer et de marins. Et donc j'ai essayé d'allier les deux passions, donc en travaillant dans le domaine subaquatique dans un premier temps, beaucoup dans les eaux douces, qui parfois sont des chantiers plus facile à rejoindre, et puis ensuite dans le domaine maritime. Voilà pour les grandes lignes. Et après j'ai fait beaucoup de chantiers à travers la France en eau douce et en eau salée. Puis j'ai travaillé aussi à Alexandrie, sur le site du phare d'Alexandrie, puisque j'ai une formation en moulage sous-marin. Donc j'ai fait 2 campagnes de moulage sur le site de Cadbay à Alexandrie avec le centre d'études alexandrine qui est affilié au CNRS. Et puis j'ai travaillé aussi un petit peu, j'ai travaillé sur l'opération à Vanikoro, donc dans le Pacifique Sud, sur l'identification des navires de la Pérouse qui se sont perdus en 1788 dans l'archipel des Vanuatu à Vanikoro. Voilà. Et puis d'autres opérations ponctuellement depuis que je suis rentrée au drasme, à Taïwan ou aux États-Unis, sur des épaves françaises dans les eaux américaines, puisque la France demande qu'on reconnaisse le droit de pavillon et donc qu'on puisse étudier les épaves françaises dans les eaux étrangères. Et on reconnaît ce droit aussi aux autres États, pour des navires donc d'État, c'est-à-dire qu'un sous-marin allemand dans nos eaux, c'est propriété de l'Allemagne, donc on respecte les droits de propriété de l'Allemagne ou de l'Angleterre, etc. Dès lors que c'est un navire d'État, sous-marin, aéronef, bateau en tant que tel, on garantit les droits des États partis à la Convention de l'UNESCO et on va préserver leurs droits et préserver leur patrimoine. Actuellement, nous sommes sur l'André Malraux qu'on vient de visiter. On l'a vu, il est très bien équipé, mais est-ce qu'on peut faire un retour en arrière sur les débuts de la plongée ? Alors, on ne va pas remonter jusqu'à la cloche à plongeur qui date du XVIIe siècle, mais l'avènement du scaphandre autonome a changé beaucoup de choses pour l'archéologie sous-marine.
Complètement, en fait, par l'invention du détendeur, en fait, par l'ingénieur Gagnan et Cousteau, après-guerre, a ouvert la voie à ce qu'on appelle le scaphandre autonome aujourd'hui. Et donc, effectivement, ça permettait, en étant libéré de plein de contraintes techniques, d'aller fouiller les épaves. Et donc, la première fouille de ce nom qui a été orchestrée, c'était en 1952 sur l'épave du Grand Congloué au large de Marseille. Et c'était une fouille donc avec l'équipe de Cousteau qui était dépêchée sous l'eau pour fouiller par une quarantaine de mètres de fond une épave antique. À l'époque, on pensait qu'il y avait une seule épave. On découvre par la suite qu'il y en a en fait deux coulées à 100-150 ans d'intervalle et qui sont l'une sur l'autre, ce qui a rendu encore plus complexe l'étude et j'imagine comment ça a dû beaucoup déconcerter les premiers plongeurs et archéologues qui ont été sur ce site. Et là, je fais une nuance, c'est-à-dire qu'en fait, non, c'était surtout des plongeurs. Les archéologues, à l'époque, ne plongeaient pas. Ils étaient sur le pont, et en l'occurrence, Fernand Benoît. Et donc, effectivement, après, au fil des ans, les archéologues se sont mis à la plongée parce que, justement, ça s'est beaucoup plus démocratisé, parce que ce scaphandre autonome, il offrait des opportunités très grandes d'étudier les sites. Et donc, au fil du temps, l'archéologie sous-marine s'est développée et a pris un petit coup d'accélérateur avec la création du DRASM en 1966 par André Malraux. Donc effectivement, déjà, on avait un cadre législatif très protecteur. On a une législation qui est issue du droit romain, consolidée au Moyen-Âge, puis sous François Ier, sous Colbert, et puis qui aboutit aujourd'hui au Code du patrimoine. Et on a une législation très protectrice, très bien définie, que nous sommes chargés de faire appliquer et que beaucoup de pays nous envient. Et c'est vrai que certains pays, je pense aux Belges récemment, ils se sont basés sur notre droit français pour légiférer chez eux, parce qu'ils avaient 8 ou 9 administrations maritimes qui géraient des petits bouts de cette composante sur le patrimoine maritime, et c'était très compliqué. Et les gens prélevaient des objets comme ça, alors que chez nous, il y a une réglementation beaucoup plus stricte qui encadre les prélèvements, qui encadre les découvertes et qui encadre les recherches portées par des passionnés ou des professionnels. Les archéologues sont arrivés avec leurs techniques qu'ils utilisaient en terrestre et on retrouve carrouillage et étiquetage aussi au fond de l'eau. C'est ça. Au fil du temps, vous avez raison Martine, on a structuré, on a transposé ce qui se faisait en terrestre en sous-marin. Je dirais subtilisé plein d'outils et d'instruments de plein de corps de métiers différents. Parce qu'effectivement, les archéologues terrestres utilisent des truelles, etc. Donc ça, on le transpose et on l'utilise nous aussi sous l'eau. On utilise comme en terrestre un fil à plomb, mais sauf que nous, on le dote d'un flotteur. On peut utiliser aussi, puisque dès lors qu'on commence à ouvrir une fenêtre dans le sédiment, il faut cerner la zone de travail pour que ce soit méthodique. Donc effectivement, on dispose d'un cadre métallique avec des pieds et qui est mis à niveau, donc avec des niveaux à bulles, comme chez le maçon. Et on va positionner ce carré dans lequel l'archéologue va travailler avec des aspirateurs à sédiments. Est-ce qu'on fait aussi des croquis comme en terrestre ou est-ce que vous faites des photos pour bien prendre en compte tout ce qui est sur le site avant de faire des prélèvements? Oui, en fait, effectivement, on a une méthodologie très fine pour documenter. Alors, oui, on procède toujours par rempart en fonction des briefings de plongée qui sont faits dans cet espace dans lequel on se trouve, le PC scientifique, qui est vraiment le cœur névralgique du navire. On fait des briefings sur le tableau qui est derrière moi, où chaque plongeur sait précisément ce qu'il va avoir à faire au fond. Donc, si celui qui va fouiller dans le fameux carré de carroyage qu'on a posé au fond, il va partir avec une planchette. Sur cette planchette, il va pouvoir mettre un calque plastifié, il va bien le fixer avec du scotch, il va partir avec un crayon de papier, voire plusieurs, parce qu'on peut aussi les casser, les perdre. Il faut toujours penser à tout doubler, parce qu'une fois sous l'eau, il n'est plus le moment de revenir chercher du matériel. Souvent même, on met un distributeur à matériel au fond, on met du matériel en double, pour que si quelqu'un perd un sachet pour prélever des objets ou une étiquette, ou casse son crayon, il puisse revenir chercher du matériel. Et donc on va effectivement fouiller avec ces aspirateurs à sédiments, avec voire peut-être parfois une truelle. Ensuite, on va dessiner ce qu'on a trouvé aussi et prendre des mesures. On va trianguler un peu la distance des objets pour que ça fasse sens quand on va refaire un plan général du site. Et puis, on va faire venir le photographe, on va aller le chercher, il est souvent sous l'eau, on sait qu'il est dans notre palanquet parce qu'on a vu au briefing qu'il était sous l'eau. On a les initiales souvent sur les bouteilles.
On va le chercher, il prend une petite mire photo, il la pose sur ce qu'on a trouvé, disons une chaussure, il va faire sa photo et donc enregistrer l'information. Et ensuite, quand il a fait son boulot, on va emballer l'objet de façon très précautionneuse. Alors ça implique il y a des contraintes différentes par rapport au terrestre, mais on va faire en sorte que les objets en matière organique ou tout ce qui est fragile soient très bien enveloppés dans des bandes de crêpe de coton, mettre dans un sachet, mettre une étiquette pour dire dans quel carré, dans quel sous-carré on l'a trouvé, parce que ça a forcément son importance. Puis on va le remonter à la surface. Est-ce que vous remontez tous les objets ou faites-vous seulement une sélection ? Et selon quels critères ? Alors quand on fouille, en fait, si dans un premier temps on va remonter tous les objets qu'on va trouver dans un carré donné, mais on ne va pas ouvrir une zone immense, on va fouiller une zone donnée. Mais pour atteindre les structures de charpente du navire, alors on est plutôt parti sans le dire, mais sur des navires d'époque moderne, ce qui tombe bien, c'est un peu la période dont je m'occupe aussi, donc des navires avec une charpente en bois, on va vouloir aller voir l'architecture navale. Donc nécessairement, en fouillant, donc on sait que l'acte de la fouille est destructeur, on détruit, souvent on arrache les pages d'un livre, c'est toujours là ce qu'on prend. Donc tout ce que vous disiez est très juste, toute information est importante, donc il faut l'enregistrer précautionneusement, et on va enlever tous les objets pour aller atteindre l'architecture navale. Une fois à bord, on va faire des fiches d'inventaire de ces objets et les passer au studio photo. On a vu la salle archéologique tout à l'heure dans laquelle ça se passe. Et ensuite, on va opérer un choix, c'est-à-dire on va dire on a sorti 10 poulies, est-ce que ça a de l'intérêt de sortir ces poulies ? Est-ce que derrière, dans le projet de mise en valeur de ces collections, on a une structure muséographique qui nous accompagne ? Est-ce qu'on a des fonds pour restaurer ces vestiges ? Et donc on va raisonner nos prélèvements en fonction de ça. Mais on ne va pas s'interdire de les documenter, ces objets. Ils existent, on les a trouvés, et il faut les enlever pour accéder à l'architecture navale, par exemple. Donc on va opérer une sélection, et dans certains cas, on va réimmerger sur le site, dans une zone préservée, les vestiges qu'on a trouvés, parce qu'ils seront très bien préservés dans leur milieu dans lequel ils sont depuis déjà 200 ou 300 ans, et on va les recouvrir de sable, et ils vont rester là sur le site. Et on sait précisément où ils sont. S'il y a un projet plus ambitieux et envie des collectivités qui ont des moyens aussi de financer des restaurations, dans ce cas-là, on peut toujours dire que dans 10 ans, quelqu'un pourra revenir chercher ces objets. L'apport de la robotique et de l'informatique est arrivé à quelle époque et qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Alors la première révolution, c'était la photo et la photogrammétrie. Quand moi j'ai les premiers projets de photogrammétrie que j'ai pu mener en Atlantique, c'était sur une épave qui s'appelle le Golimine, qui est coulé en rade de Brest, qui a coulé donc en 1814. C'est un navire qui a été interdit très rapidement à la plongée parce qu'il avait des actions de pillage. Et donc le site est interdit à la plongée, au chalutage et au mouillage. Et donc il est très préservé. C'est une épave qui est impressionnante. C'est un 74 canons, donc c'est 50 mètres de long. Et effectivement, l'apport de la photogrammétrie nous permet de capturer, si je puis dire, en un temps très court, une superficie de vestiges très grande. Donc ça, c'est ce qui a été important. Et après, il y a la robotique. C'est un point que vous soulignez qui est important aussi, c'est qu'on a développé un parc robotique depuis 2012. Ça s'est intensifié au fil des ans, et ce parc robotique, il fait sens pour étudier les épaves profondes qui sont au-delà des limites de la plongée humaine. Et effectivement, on a beaucoup de sites, notamment en Méditerranée, mais pas exclusivement, on a aussi sur nos côtes, qui sont des épaves qui sont profondes, mais qui sont de plus en plus menacées par les activités humaines, notamment la pêche, et qui peuvent aussi être rapidement détruites d'un coup de chalut. Donc l'intérêt, c'est, une fois qu'on a connaissance de ces positions d'épave, de les documenter au plus vite, parce qu'à terme, elles peuvent être menacées. On a vu tout à l'heure le local où sont entreposés les objets, où ils sont rincés, emballés. Comment est-ce que vous déterminez le lieu où ils seront exposés, par exemple ? Le rôle du DRAS, qui est un service donc de gestion, d'études et de protection et de valorisation du patrimoine, on joue un rôle de chef d'orchestre aussi. C'est-à-dire que pour la Bretagne, il y a 25 à 27 projets en gros qui sont déposés par an, sur une centaine déposés au service. 85 dans les faits se sont réalisés sur toutes les eaux sous juridiction française, mais il y en a toujours 25 à peu près en Bretagne chaque année, ce qui est énorme, ce qui veut dire aussi l'engouement et la passion des plongeurs sur le secteur, et les Bretons sont résolument tournés vers la mer. Mais du coup, quand un projet de fouille, de sondage ou de fouille voit le jour, on essaye de faire en sorte que on sache déjà quelle structure pourrait mettre en valeur les objets par rapport au département dans lequel on se trouve. En Bretagne,
Sur l'île-et-Vilaine, c'est tout le musée de Saint-Malo qui a toutes les collections trouvées au large de l'île-et-Vilaine en dépôt. Sur les Côtes d'Armor, c'est Saint-Brieuc. Et on a aussi le musée de la Compagnie des Indes qui accueille les collections du prince de Conti, quand même le seul Compagnie des Indes trouvée sur nos littoraux, notre littoral breton, et en l'occurrence sur Belle-Île. Donc sur le Finistère, on a le musée des phares et balises qui accueille des collections, on a le musée de Molène, on a aussi le musée de Quimper, on a des vestiges au musée d'Audierne. On essaie de mettre en dépôt localement en fonction des intérêts des collectivités, et puis parfois ça peut être ponctuellement pour une expo qui va durer un temps donné. Alors nos relais sont beaucoup les bénévoles aussi qui ont des liens avec leurs élus et qui vont susciter l'engouement des élus pour différentes actions de médiation, et ce qui implique à ce moment-là de restaurer certains objets pour les exposer un temps donné pour une expo. Puis après ils repartent dans des réserves, certes, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme on fait des fiches d'inventaire et qu'on documente chaque objet de façon très très fine, on a une base de données qui sert de base de référence pour les études d'étudiants. Et puis, c'est une base de données qui est consultable par beaucoup de musées. Dès lors qu'ils en demandent l'accès sur une thématique donnée, on leur ouvre la base de données et ils peuvent dire moi, pour mon expo, j'aimerais des objets de telle période qui illustrent tel aspect de la vie à bord, des objets personnels des marins ou des outils. Donc, en fonction de ce qu'ils cherchent, on leur ouvre un panier dans cette base de données et ils choisissent les pièces qu'ils voudraient exposer. Mais ça, c'est réservé aux étudiants, aux chercheurs. Qu'est-ce que vous faites pour le public en dehors de votre intermédiaire pour les musées ? Pour les musées, en fait, on propose ces mises en dépôt d'objets. Donc, en fait, c'est nous qui faisons l'intermédiaire puisque ces objets, de par la loi et le statut de ces collections, c'est des biens qui appartiennent à l'État et c'est le DRAS, notre service, qui en est gestionnaire en tant que service à compétence nationale. Donc on met en dépôt, par le biais de conventions de dépôt, ces objets dans des musées, quand les structures existent. Et sinon, ce qu'on fait parfois, ça se développe aussi par les sites internet qui existent maintenant, on a fait des musées virtuels. C'est-à-dire des petites visites de musées virtuels avec des mobiliers qui racontent une histoire à l'histoire d'un site et qu'on remet en lumière parce que ils n'ont pas été vus depuis longtemps, parce qu'ils ont plein de choses à raconter aussi. Donc on peut aussi le faire sous forme numérique. Ce qui est intéressant dans l'archéologie, c'est qu'elle remet en cause des convictions qu'on pouvait avoir, donne en fait une autre vision d'une épave. Effectivement, l'archéologie sous-marine, elle apporte des sources d'informations nouvelles par rapport à l'historien. C'est-à-dire que l'historien va travailler sur des textes, mais les textes ne disent pas tout. Et l'intimité des équipages, les objets qui vont être façonnés par un marin. Et puis, au niveau de l'architecture navale, l'épave on fouille actuellement, que je pilote la fouille au large des Côtes d'Armor, là, de Tré-la-Verne, elle est 16e, 17e. On a très peu, à ce moment-là, on ne va pas avoir de traités qui parlent de ce type de construction, qui sont vraisemblablement sur des chantiers privés. Donc, on n'aura pas, c'est pas une ordonnance de la marine qui commence à définir comment on va construire dans les arsenaux les navires. Là, on est sur une construction qui s'est faite dans un atelier de charpente privé. Et donc, chaque nouvelle information concernant les assemblages, le type de bois utilisé et les caractéristiques du navire en tant que tel est un apport fondamental pour la connaissance de nos marines atlantiques. Donc, c'est pour la construction du navire lui-même et puis tout ce qui va se trouver à bord qu'apporte des informations sur l'alimentation du bord. On trouve des ossements d'animaux, de porc, de bœuf, etc. avec des traces de découpe ou sans traces de découpe. On va trouver des objets du quotidien des marins qu'ils ont pu sculpter. Enfin, voilà, il y a un champ très ouvert d'objets, de culture matérielle et c'est vraiment des pages, des capsules de temps qui sont indispensables et très complémentaires des recherches historiques. Bon, je crois qu'on a fait le tour, on a tout dit. Merci Olivia. Merci à vous. Le Conservatoire des Frégates Ensevelies, réalisation et prise de son Martine Brelé, une production Radio Balise soutenue par la région Bretagne.